Bonjour à vous, nos chers amis du matin, et très heureuse de vous retrouver en ce 8 novembre 2023. Eh bien, toute l'équipe de Bonjour d'Algérie de la station régionale d'Oran est très contente de vous servir jusqu'à 9h30. Eh bien, aujourd'hui, c'est vraiment rafraîchi puisqu'il a fait 11 degrés le soir et bien sûr, il fera 20 degrés pendant la journée. Eh bien, on va ouvrir le bal de cette matinée avec les premières journées d'uronéphrologie qui vont se passer le 10 et le 11 novembre. Eh bien, ça va se passer à l'EHU d'Oran. Et bien sûr, on ira vers la nutrition aujourd'hui et bien sûr pour éviter l'obésité infantile avec notre spécialiste de nutrition. Et bien sûr, ça parlera de sport, puisqu'on va parler de karaté. Et il y aura du mouvement sur le plateau de Bonjour d'Algérie en cette matinée. Eh bien, on va recevoir deux internationaux. Et bien sûr, ce sont des spécialistes. Ils ont 5e dan et qui vont nous parler de leur programme. Et bien sûr, dernière ligne droite en cette matinée avec l'artisanat à l'honneur. L'artisanat qui fait notre identité, l'identité algérienne. Et bien sûr, nous aurons deux pépites qu'on découvrira à fur et à mesure que l'émission passera. Et bien voilà, on commence toujours avec une chanson en hommage au peuple palestinien qui souffre. On ne trouve plus les mots de qualifier ce qui se passe là-bas. وربي معاهم إن شاء الله وربي يرحم اللي ماتوا.
Hommage à nos amis et nos frères, bien sûr, les Palestiniens. Nous sommes de tout cœur, de toutes les façons. L'affaire palestinienne est notre affaire. Donc, on essaiera, bien sûr, ils essaieront, bien sûr, les chefs d'État à régler ce problème, Inch'Allah. Il se réglera, Inch'Allah, coûte que coûte. Et retour sur le plateau et retour au programme de Bonjour d'Algérie en cette matinée du 8 novembre 2023. Je le rappelle, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Eh bien, ça parlera. On commence le bal de cette matinée avec les premières journées internationales d'uronéphrologie qui se passeront le 10 et le 11 novembre à l'EHU, 1er novembre d'Oran. Et bien sûr, ça parlera avec un programme des communications, des thèmes de communication très variés. Et ça parlera aussi des dernières techniques de pointe dans ces deux spécialités qui sont vraiment différentes. Et on verra cette différence à travers nos invités qui sont présents avec nous. On commence bien sûr, galanterie oblige, par la dame qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation, professeure Faiza Zerdoumi. Alors elle est professeure en néphrologie et chef de service de néphrologie à l'EHU d'Oran, 1er novembre. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est bon. Vous n'êtes pas seul puisque vous êtes avec professeur Adil Lansari, professeur agrégé en urologie. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Vous allez bien? Pas trop stressé? Ça va. C'est votre première télé? C'est ma première, c'est vrai. Très bien, marhaba. Et bien sûr, vous êtes accompagné du professeur Mustafa Jamel Yousfi. Alors lui, vous le connaissez parce qu'il est venu intervenir plusieurs fois sur notre émission Bonjour d'Algérie. Il est professeur en urologie et chef de service en urologie à l'EHU d'Oran. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir permis quand même de parler de ces journées qui nous tiennent véritablement à cœur. Bien sûr, ce sont quand même deux spécialités auxquelles on ne peut pas, on va dire, contourner ces premières journées, puisque c'est un carrefour. De toute façon, l'organisation de ces journées, c'est un carrefour de santé où on trouve des professionnels qui nous ramènent, qui viennent d'ici et de là-bas, qui ramènent les nouvelles techniques de pointe, les nouvelles méthodes, et puis c'est un échange. Alors, on commence toujours par un petit topo sur la programmation, sur aussi la programmation des journées. Alors, qui doit commencer? Alors, l'idée est venue, on voulait faire des journées et puis on s'est dit que l'idéal serait de faire des journées interdisciplinaires. Et il y a beaucoup de choses qui nous réunissent avec la spécialité d'urologie. La spécialité d'urologie, c'est pratiquement de la chirurgie. Et nous, on est beaucoup plus médical. Donc, c'est une spécialité qui est basée sur la biotechnologie. Il y a beaucoup de choses que l'on fait, mais une grande partie dans la prévention des maladies rénales est attribuée à la prise en charge urologique des maladies, notamment les infections urinaires, les malformations urologiques, les tumeurs, les cancers du rein, etc. Donc, j'ai parlé avec M. Yousfi, je lui ai dit pourquoi on ne ferait pas une journée ensemble. Ensemble, oui. Et lui, il a accepté la proposition. Et c'était une idée qui s'est... on a mis ça une année pour la concrétiser pratiquement. Et donc, parce que ce n'est pas facile de préparer une journée aussi importante. Et donc, tout le monde a participé. Les deux équipes, pratiquement, a participé à ces journées pour l'élaboration et pour, bien sûr, le choix des thèmes. Justement, j'allais venir à ça. Le choix des thèmes, le choix aussi des communicants. Oui. Parce que d'après ce que j'ai vu, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion, chers téléspectateurs qui nous regardent, j'ai eu l'occasion de jeter un œil sur le programme de ces deux journées. Et ce sont des thèmes quand même qui, on va dire, qui intéresse beaucoup le téléspectateur parce que ce sont des pathologies qu'on rencontre souvent et on peut dire que ça, on va dire, ça n'arrive pas qu'aux autres aussi. L'insuffisance rénale, ça peut arriver à tout le monde, même en bonne santé. Des fois, on ne peut pas savoir
des fois on ignore qu'on a le diabète, qu'on a l'hypertension, qu'on a un problème cardiaque qui est toujours lié à l'insuffisance rénale. On ne sait pas. Des fois, le téléspectateur, ou même moi d'ailleurs, on n'est pas médecin. Donc, on ne peut pas savoir quelle est la relation de tel avec tel organe, alors qu'il y a une relation directe. Donc, est-ce qu'on peut déjà parler du programme? Parce que j'ai vu que c'est un programme très varié. C'est un programme, au début, qui a été fait avec les... Même si on veut dire les 3 équipes, peut-être, il y a la néphrologie, l'anesthésie-réanimation et l'urologie. Et ce programme, on a voulu voir quelles sont les pathologies qui nous relient dans notre pratique courante d'une part, et d'autre part, des pathologies dont on a vraiment besoin l'un de l'autre. Et donc, on avait pris une grosse journée qui est celle du 10 novembre, et ça va concerner la greffe rénale. La greffe rénale que nous avons commencé, donc le service d'urologie, avec, depuis la venue du professeur Zeldoumi à la tête de ce service, c'était en 2017. Et par la suite, donc, il y a eu un programme, on en fait à peu près 80 patients. Donc, 80 transplantés. Oui, transplantés. Depuis, il faut savoir qu'il y a eu des arrêts pendant la période Covid et Covid, tout. oui. Et même cette année, il y a eu un arrêt, c'était dû aux pénuries des médicaments et des réactifs. Mais, alhamdoulilah, donc on a repris cette activité très récemment et on a même programmé la semaine prochaine donc d'autres patients qui vont bénéficier d'une transplantation rénale, d'une greffe rénale donneur vivant. Donc, alors cette grosse journée va concerner l'évolution qu'il y a eu, le progrès dans les prélèvements d'organes qui se font par cellio à l'étranger. J'y reviens peut-être, vous m'en excusez un petit peu, Iman, concernant le prélèvement robotique aussi. Oui, c'est très d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, où j'ai dit tout au début, qu'il y a des techniques de nouvelles techniques de pointe où il faut se remettre à niveau déjà. Et aussi, donc, il va y avoir l'intervention de plusieurs sociétés savantes, telles que la société séoudienne d'urologie, la tunisienne, l'égyptienne, et donc et l'association française d'urologie. Donc, soit ces interventions vont avoir lieu par visioconférence ou par présence physique. Et en plus, même les expériences donc, de nos 2 services respectifs et aussi de l'anesthésie-réanimation, dont la chef de service est professeur Mazour. Par la suite, il va y avoir quand même un volet lithiase. Et je vais laisser le professeur Lansari, qui est expert quand même en matière de lithiase, pour avoir développé toutes les techniques de mini-invasive de la lithiase. Justement, avec la nouvelle technologie de laser, etc. Et donc, ça sera peut-être un petit scoop que dernièrement, parce que cette chirurgie percutanée nécessite la présence du scope avec des rayons X pour vérifier où on est quand on perfore un peu la peau pour rentrer au niveau du rein. Et actuellement, il est en train d'utiliser l'échographe seul, sans faire de rayons, en utilisant du sérum salé et donc 0 rayon. On a commencé cette petite expérience, ça fait 15-20 jours, je pense. Et bon, je lui laisse le soin d'en parler. Alors, allez-y, professeur Lansari, c'est un plaisir d'ailleurs de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie en cette matinée. Et là, vous allez intervenir en ce qui concerne la lithiase. Déjà, il faut qu'on explique qu'est-ce qu'une lithiase. D'accord. Bon, la lithiase, c'est une agglomération de cristaux. Généralement, ça se forme au niveau des reins. Et ça peut augmenter de taille, on peut avoir une croissance de ces cristaux pour former des calculs qui peuvent rester au niveau des reins ou bien migrer au niveau de l'urtère. S'ils sont petits, ils peuvent être éliminés spontanément. Maintenant, si la croissance est importante et on aura des tailles plus d'1 centimètre, là, l'élimination est impossible et c'est l'urologue qui doit intervenir pour
justement traiter ce calcul par fragmentation. Il y a plusieurs méthodes actuellement. Mini-invasif, on parle beaucoup plus de traitement mini-invasif qui a détrôné la chirurgie ouverte. Et on a bénéficié dans notre service de ces traitements. Il y a plus d'une dizaine d'années. Donc, grâce aux efforts du professeur Yousfi, et on a bénéficié de 3 techniques. La lithotricie extracorporelle, c'est la plus anodine. Après, il y a des techniques plus invasives comme l'urétéroscopie souple. Et enfin, la néphrolithotomie percutanée qui consiste on va aller au calcul par voie percutanée, on va ponctionner le rein et puis on va visualiser le calcul et le fragmenter par le laser ou bien d'autres énergies pour justement éliminer ce calcul. Alors, si on revient à ce que le professeur Yousfi nous disait, justement, pour cette technique qui correspond parfaitement au traitement de nos calculs, parce que généralement, en Algérie, on a de gros calculs, contrairement à ce qui est présent dans l'Occident. Ici, on a de gros calculs. Donc, la méthode de la néphrolithotomie percutanée correspond parfaitement au traitement de nos calculs. Et puis là, ça nécessite un plateau technique qui comprend beaucoup de matériel, notamment des endoscopes, des moyens de repérage, comme les rayons X avec le scope et l'échographe pour repérer ce calcul. Actuellement, on a réfléchi à diminuer un petit peu c'est-à-dire pour améliorer la technique et diminuer l'irradiation des malades et du personnel qui est au bloc. Donc, on a commencé à faire ce repérage des calculs par l'échographie seulement. Et je pense que ça marche et on est dans la bonne voie. Très bien. Alors, quand j'ai dit que ce sont les premières journées, alors, on va découvrir de nouvelles techniques de pointe, c'était pas comme ça, puisque je sais très bien qu'il y a quand même une nette amélioration en ce qui concerne le domaine de la santé. De toutes les façons, il y a toujours la santé avance à travers les expériences, à travers les recherches, à travers et là, c'est que je ne sais pas qui pourrait éventuellement me répondre. Ce sont 2 services complètement différents, l'urologie, la néphrologie. Mais quelle est la différence entre les 2 services ? Alors, je commencerai par parler de la néphrologie. Oui. La néphrologie, c'est une spécialité médicale. C'est le carrefour de toutes les maladies que nous avons. Quand vous prenez un produit, il est éliminé essentiellement par le rein. Effectivement, donc, ça passe directement. Donc, si vous avez une maladie dégénérative ou une maladie chronique, automatiquement, l'impact se fait au niveau du rein. Le rein est un organe noble qui, non seulement il joue le rôle d'excrétion, mais de régulation de la pression artérielle. On se trompe souvent en disant que le contrôle de la pression artérielle, c'est le cardiologue. Mais c'est la guéguerre entre nous, oui. C'est le néphrologue. C'est le néphrologue. C'est le néphrologue. Donc il va falloir qu'un hypertendu passe chez le néphrologue. Chez le néphrologue, alors il y a des stades où le cardiologue peut intervenir, mais il y a des stades où c'est le néphrologue qui intervient. Le néphrologue. Pourquoi vous nous dites ça? Parce que là, c'est une information qui est très importante. Alors, que le téléspectateur, ni moi d'ailleurs, je ne savais pas qu'il faut passer par le néphrologue pour un hypertendu. Oui. Alors, il y a plusieurs types d'hypertension. Il y a les hypertensions essentielles où le cardiologue effectivement peut intervenir, mais quand c'est une hypertension secondaire, il y a l'intervention essentielle de la néphrologie. Pourquoi? Parce que le rein, s'il n'est pas responsable de la pression artérielle, il est complice dans la physiopathologie. Et quand il intervient, le problème, c'est qu'on donne la primauté du contrôle rénal, du contrôle de la pression artérielle par le cardiologue. Mais à un certain moment, il y a des répercussions qui se font parce que les causes essentielles de l'insuffisance rénale, il y a 2 groupes à risque, il y a le diabète et l'hypertension.
Et il faut faire des contrôles, bien sûr, on a réguliers. le quart de la population algérienne qui est hypertendue et on a 12 ou 14% de diabétiques. Donc, ce qui veut dire que tout patient qui arrive à l'âge de 40 ans doit avoir, pour la prévention et pour la néphroprotection, une prise de pression artérielle, un bilan rénal et un LabStix pour détecter s'il a des protéines dans les urines. C'est des choses essentielles que chaque personne doit faire à partir de 40 ans. Or, ce qu'on voit actuellement, c'est qu'on a une grande proportion de patients qui arrivent au stade terminal, au stade de dialyse, et qui n'ont jamais bénéficié ni d'une prise en charge de leur pression artérielle, ni d'une prise en charge essentielle. Et la base angulaire de cette prise en charge, c'est la médecine générale. Voilà, c'est ce que Parce que c'est dans les dispensaires. C'est ce que j'allais poser comme question. C'est le dépistage de toutes les affections chroniques qu'on appelle les maladies non transmissibles, qui sont essentiellement le diabète et l'hypertension, se fait essentiellement par la médecine générale. Et après, il y a un côté de prise en charge de la cardiologie. C'est vrai, ils prennent le cœur parce qu'il y a des retendances dans le cœur, mais il y a une grande partie où c'est le néphrologue doit prendre en charge. Donc, s'il y a des traitements, et je dis bien des traitements, que le néphrologue doit intervenir pour utiliser ces traitements dans le traitement de l'hypertension, c'est essentiel parce qu'on utilise des traitements qui sont néphroprotecteurs parce que le traitement de l'hypertension, ce n'est pas un traitement symptomatique de la pression artérielle, c'est la maladie. Parce que la tension touche tout. Elle peut donner des complications neurologiques, des complications cardiologiques et des complications néphrologiques. Et vous savez que si vous voyez à l'OMS, vous verrez que la fréquence de la mortalité, la cause de mortalité la plus importante dans les populations en général, c'est la mortalité cardiovasculaire. Ah oui. C'est la pression artérielle. Donc il faut absolument qu'il y ait cette notion, parce qu'on essaye, nous, de nous battre pour essayer de mettre en place la prise en charge concernant la néphroprotection, parce que c'est le travail du néphrologue. Le néphrologue, il intervient avant qu'il n'y ait donc cette histoire de l'insuffisance rénale et qui atterrit au stade terminal. Et là, c'est très important, et c'est la raison pour laquelle on s'est associé à l'urologie, parce que la lithiase peut compliquer, et on peut avoir ensemble, lui, il est néphroprotecteur sur le plan chirurgical, et moi, c'est sur le plan médical. Donc, on se complète. Et c'est la raison pour laquelle on a fait cette journée. Notamment, on a parlé des lithiases. Oui. Alors, eux, ils interviennent sur le plan chirurgical, mais nous, on intervient sur le plan néphroprotection. Quand quelqu'un fait un épisode de lithiase, on s'en fout, bon, ça y est, mais s'il récidive, ça veut dire qu'il y a une cause, et la cause, c'est le néphrologue qui intervient, pour que le malade ne fasse plus un autre épisode de lithiase. Parce qu'il y a l'environnement, les facteurs lithogènes sont liés à l'environnement que nous avons. C'est la consommation, c'est la nutrition, c'est tout. Oui. Donc il y a énormément de choses. Et puis il y a également les lithiases génétiques qui sont assez rares, qu'on trouve au niveau pédiatrique et qui sont traitées. Mais certains passent le maillon du contrôle. On peut trouver à l'âge adulte, par exemple chez un jeune adulte, une lithiase qui est génétique. Et là, il y a des traitements à donner. Donc, il faut essayer d'avoir... il y a les protagonistes qui interviennent. Il y a le biochimiste qui va nous spécifier le type de lithiase, qui est très important parce qu'après l'intervention, ce calcul doit être analysé. Et une fois qu'il est analysé, si on peut faire quelque chose pour que le patient ne refasse pas un autre épisode de lithiase, à ce moment-là, le néphrologue intervient. Donc, on est très, très liés les uns aux autres. Alors, mais est-ce que l'insuffisance rénale est congénitale? Alors, l'insuffisance rénale, c'est... Ou génétique, on va dire. Il y a certaines maladies qui peuvent donner. Mais la grande majorité, c'est l'obésité, l'hypertension et le diabète. Alors, en Algérie, il y a eu parce qu'on n'a pas beaucoup de statistiques reconnues
sur le plan international, en Algérie, on a travaillé, alors c'est les données du ministère de la Santé en 2017 et qui a été édité sur le Lancet. On a 3,5 millions de patients sur les 42 ou 45 qui souffrent d'insuffisance rénale. Et parmi eux, il y avait à peu près 20 000 patients qui étaient dialysés. Déjà, excusez-moi. Voilà, qui étaient déjà au stade terminal. Mais est-ce que, alors vous, en tant que spécialiste, d'ailleurs, on peut s'adresser à vous qu'en dernier stade, Malheureusement, les malades sont orientés quand ils sont au stade 3 de leur insuffisance rénale. Justement, alors j'allais vous poser la question, qui doit justement prendre en charge ces malades au début de leur insuffisance rénale? Parce que des fois, on ne donne pas des bilans vraiment très complets, on donne des bilans, on va dire... On n'a pas besoin de beaucoup de bilans. Parce que le problème de la maladie rénale, souvent, elle est asymptomatique. Si on ne fait pas de bilan, on ne peut pas savoir qu'on a une souffrance du rein. Donc, le bilan, c'est seulement un bilan rénal. Il y a la clinique, la prise de tension, une glycémie, avec une bandelette dans les urines, et on peut détecter si le malade il a quelque chose de rénal ou pas. Très bien. C'est ça le plus important. C'est et ça, c'est le généraliste qui intervient en première instance. Et j'insiste que nous avons des médecins généralistes très compétents. Effectivement, non, mais et on a un personnel de santé à l'échelle nationale une prise en charge multidisciplinaire. Il y en a certains qui peuvent même avoir des responsabilités, peuvent intervenir sur le plan spécialité et tout. Donc, les médecins généralistes, c'est eux qui dépistent les premiers. Et ensuite, la prise en charge doit être faite en collaboration entre le médecin généraliste et la spécialité. Parce qu'il y a des gens qui habitent peut-être dans des endroits où la spécialité n'est pas accessible. Ou là, on peut éventuellement leur faciliter en leur disant voilà, et ils ont des contrôles. Donc il y a des patients qui ont une fois par an, il y en a tous les 6 mois, il y en a tous les 3 mois, et puis quand ça arrive au stade pré-terminal, on est obligé de les voir régulièrement. Oui. Voilà. Donc les malades qui sont contrôlés de cette façon, ils ont une durée de survie conséquente. Ils peuvent rester avec leur maladie dialysée pendant 20 ans, 30 ans. Ils peuvent vivre autant que la population générale. Mais les patients qui passent à travers les maillons, à ce moment-là, dès qu'ils arrivent au stade terminal et dans l'urgence, la durée de survie ne dépasse pas les 5 ans. Il y en a même qui ne dépassent même pas les 6 mois. Oui, mais je dis en moyenne, ils ne dépassent pas les 5 ans parce qu'ils ont toutes les complications. Alors nous, on essaye d'intervenir et c'est la consultation. Il faut valoriser la consultation de néphrologie et valoriser les néphrologues qui sont aussi bien dans le public que dans le privé. Parce que le privé, en fait, quand on parle de néphro privé, pour nous, c'est semi-étatique, puisque les malades sont pris en charge totalement par la sécurité sociale. Et donc, les patients qui travaillent, nous travaillons en collaboration. Effectivement. Oui. Et il y a souvent les malades qui sont compliqués dans le privé, ils viennent chez nous pour être pris en charge. Parce qu'il y a certaines prises en charge qui ne peuvent pas être faites ailleurs. Impossible, parce que quand on a une insuffisance rénale, il vaut mieux s'adresser au milieu hospitalier parce qu'ils ont tout, ils ont même l'intervention d'urgence, plutôt que de partir vers les cliniques privées. Bien sûr, je ne mets pas en doute tout ce qui est privé. Mais le dépistage, chauffez, madame, le dépistage et la néphroprotection, il faut que les protagonistes, ils interviennent tous. Et les néphrologues, c'est ceux qui sont dans l'hospitalier et dans le privé. Et malheureusement, les malades, ils ont plusieurs médecins. Par exemple, un diabétique, il a son diabéto, il a son cardiologue, il a son médecin généraliste, il a son néphrologue. Et souvent, il faut qu'il y ait une coordination dans la prise en charge. Et que pensez-vous des diabétiques qui ne partent jamais chez leur diabéto ? Il y en a beaucoup, hein. Oui. Il y en a beaucoup. Parce que plus on va dire, vous avez dit le 12% des diabétiques, alors on peut trouver peut-être le 2 ou 3% qui suivent vraiment leur médecin, leur contrôle, etc. Donc il faut faire très attention, parce que le diabète déjà, c'est une maladie sournoise. Mais de toutes les façons, toutes les maladies chroniques, par exemple, si vous prenez l'exemple de l'hypertension dans le monde entier, vous verrez 50% des patients sont traités,
Mais en fait, ceux qui répondent au traitement, il n'y en a pas plus de 12 ou 13%. Exactement. Tout le monde néglige. Donc c'est ça. C'est par négligence. C'est par négligence. Professeur Yousfi? Pour l'urologie, c'est une spécialité qui est médico-chirurgicale. Donc, il faut dire aussi que si on revient un peu sur l'insuffisance rénale, que depuis des années, au niveau de l'établissement, on a, dans le cadre de l'urgence, on a formé, donc même nos résidents, à faire ce qu'on appelle du drainage percutané du rein. Oui. Et tout ça, ça se fait au niveau de l'établissement et ça se fait même pas par les résidents. C'est un sondage qui se fait directement au niveau du rein et qui réduit considérablement Le nombre de... les indications de dialyse et d'hémodialyse. Donc, la plupart des patients qui sont dérivés ne vont pas faire de l'hémodialyse et on arrive à protéger leur rein en attendant de régler l'obstruction qui est en bas. Donc ça, c'est un geste d'urgence et c'est pour ça qu'elle a précisé, professeur Zeldoumi, comme quoi il y a une collaboration véritablement étroite et pluridisciplinaire. Et ça se voit sur le terrain parce qu'on organise souvent des réunions de concertation pluridisciplinaire, comme on le fait dans le cancer, donc en onco-urologie. Il y a aussi avec la l'uronéphrologie. Donc ça va concerner tous les patients qu'il faut transplanter et les patients donc, qui posent problème, que ce soit pour rechercher une cause de la lithiase, pour pas mal de pathologies. Si on revient à ces journées, ce qui nous tient à cœur et tout, c'est qu'on a fait une session complète pour le personnel paramédical. Voilà, je voulais y arriver parce que c'est très très important et c'est un point qui est très très important, la prise en charge des paramédicaux, parce que c'est eux qui suivent le malade après être hospitalisé, donc c'est eux. Parce qu'on a tendance à parler un peu du côté médical et à oublier, et sans qu'il y ait un personnel performant, paramédical, on n'aura jamais une qualité de soins voilà. Optimale. Donc souvent, c'est le plus important. Nous, dans le service, quand même, on a ce qu'on appelle des infirmières qui ont été des écoles, donc il n'y a aucun problème. Quand elles sont venues, par la suite, on a continué leur formation. Et au service, on a des infirmières qui ont des tâches communes et d'autres qui ont des tâches spécifiques. Donc, en plus des tâches communes, elles peuvent avoir des tâches spécifiques. Une qui s'occupe de la coordination avec l'oncologie, donc la cancéro, tout ce qui est cancer. Ouais. Autre avec la néphro, ainsi de suite. Et donc, on leur a ouvert un espace pour qu'ils puissent communiquer et échanger leurs expériences. Justement, alors il y a 2 points qui sont très essentiels dans la prise en charge justement de ces cas, on va dire extrêmes, quand ils arrivent au dernier stade, c'est-à-dire l'insuffisance rénale à 90% que les 2 reins ne fonctionnent pas, donc c'est la dialyse. Donc c'est la prise en charge surtout psychologique, parce que quand on est en bonne santé, on est là. On sort, on rentre, on mange ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, mais du jour au lendemain, de la minute qui suit notre malaise, hop, il faut passer en dialyse. Ouais. Et là, c'est ça le vrai problème quand il s'agit d'une personne qui a toujours eu une bonne santé. Pour elle, tout s'effondre. Toute sa vie part en chute. Exactement. Donc, il faut y avoir une bonne prise en charge psychologique aussi. Alors, dans le service, de toutes les façons, l'établissement hospitalo-universitaire, je vous dirais que c'est un modèle d'hôpital que moi, j'ai fait plusieurs CHU dans mon parcours. Et je viens d'Alger. Et je vous assure qu'Oran, je crois que c'est un établissement qui n'existe pas ailleurs à l'échelle nationale. Oui. Notamment dans la prise en charge de maladies vraiment de haute pointe, des maladies difficiles et tout. Et dans le service, on a des psychologues, on a 2 psychologues, on a 3 diététiciens. Donc, oui. C'est-à-dire que le côté personnel qualifié existe. Et donc, la prise en charge, elle est optimale, surtout quand le patient découvre sa maladie. Donc là, c'est vraiment la partie la plus importante parce qu'il faut qu'il collabore dans son traitement. C'est ça le problème, c'est que ce n'est pas un traitement qu'on donne de façon impersonnelle, on fait une intervention ou là, mais c'est des malades qu'on va suivre toute
leur vie durant. Effectivement. Oui. C'est-à-dire que du moment où ils font le diagnostic, on va les suivre, soit dans le créneau de la dialyse, ou alors même quand ils sont greffés et transplantés. Et donc, on découvre, on connaît leur vécu, on sait très bien comment ils sont sur le plan psychologique et tout. Et la psychologie fait 50%, c'est 50% de la guérison. Et de l'acceptation de l'état. Parce que je vais vous dire, dans l'évolution de l'insuffisance rénale, chronique normale, de légère, modérée à sévère, vous savez que les malades qui arrivent au stade terminal, ce sont ceux qui ont eu la chance d'arriver au stade terminal. Parce que 40% de ces populations, de cette population urémique, ne survit pas, elle meurt de cause cardiovasculaire. Effectivement. C'est pour ça que je vous dis que la prise en charge, elle est importante. Ou alors, ils se disent, parce que dès qu'ils voient un petit peu, on va dire, la personne qui est avec vous, on va dire, en famille, ils voient un petit peu le teint jaunâtre, etc. Ils ne se posent pas la question, ils ne se disent pas que ça doit être une insuffisance rénale. Ils se disent toujours, hada boussafir, hada je sais pas quoi. Donc, il faut aller consulter. On n'est pas médecin, la râle, c'est ça, mais il faut aller consulter, il faut prendre en considération qu'on a une santé et la santé est très fragile. Il suffit d'un rien où on peut perdre des organes et ce n'est pas évident. Là, il y a un mieux dans le dépistage. Parce que dans les années 80-90, on ne savait pas ce que c'était que la néphrologie. Exactement, c'était une spécialité. Oui. Et puis au fur et à mesure, on a commencé avec l'urée, la créatinine. Maintenant, on fait de la créate enzymatique. Les laboratoires commencent à faire les clairances. Ils calculent les clairances avec la créate parce qu'ils se sont rendus compte que la créatinine n'est pas suffisante pour stader le niveau de l'insuffisance rénale. Et là, maintenant, quand je reçois les résultats, ils mettent la clairance, c'est-à-dire le niveau de l'insuffisance rénale, et la créatinine. On peut avoir une créatinine à 13 et 14 mg et avoir une insuffisance rénale avec la clairance. C'est-à-dire que ce sont des formules qu'on calcule, c'est des ABAC en fonction du sexe, en fonction de l'âge, en fonction de l'ethnie, et ce sont des ABAC qui apprécient de façon rapprochée le niveau de l'insuffisance rénale. Très bien. Donc, on arrive à la fin de notre plateau. C'est dommage. De toutes les façons, on aura à vous recevoir encore une fois parce que ce sont des spécialités qui nous concernent à longueur d'année. Puis, il y a toujours des nouveautés. Eh bien, aujourd'hui, c'était à l'occasion des premières journées internationales d'uronéphrologie qui vont se passer à l'EHU d'Oran le 10 et le 11 novembre, donc vendredi et samedi. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on reste toujours dans le même. Oui, un dernier mot. Un dernier mot. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser le mois de novembre passer sans parler du cancer de la prostate. Effectivement, c'est pour ça que j'ai mis un peu ce titre. Justement, c'est le mois de sensibilisation contre le cancer. Il y a eu octobre rose pour le cancer du sein et il y a eu novembre. Donc pour le cancer de la prostate. Eh bien certainement, vous allez nous rendre visite encore une fois pendant ce mois de novembre. Parce que je voulais aussi annoncer qu'on va faire des journées de sensibilisation avec un chapiteau et tout le 29 et le 30 novembre au niveau de l'établissement. Et ça sera des portes ouvertes à tout le public désirant d'avoir des informations sur la détection surtout précoce de ce cancer. Quand on arrive à le détecter précocement, on a l'avantage quand même d'avoir une guérison. De toute façon, on parlera de ça dans les prochaines semaines. On a chaque mercredi, on est là, on est présent à l'antenne de Canal Algérie, sur votre chaîne de Canal Algérie. Eh bien, on reparlera de ce mois de sensibilisation contre le cancer de la prostate. C'est le novembre bleu. Voilà. Eh bien, on reste toujours on va dire, dans le parfum de la bonne santé. Eh bien, les bienfaits des agrumes. Et on se retrouve juste après.
il faut découper les fruits au dernier moment afin de ne pas détruire les vitamines. Et tant qu'à boire un jus, rien ne vaut celui confectionné à la maison frais et pressé et au dernier moment. Il faut savoir que agrumes et médicaments ne font pas bon ménage. Leur consommation est à éviter dans les 3 heures qui précèdent ou suivent l'ingestion d'antiacides gastriques. Et voilà, les bienfaits des agrumes. Bon, moi, personnellement, j'adore le jus de citron. J'en consomme beaucoup et surtout que c'est la saison de la clémentine et des oranges. Donc, il faut faire le plein de la vitamine C. Eh bien, c'est ce qu'on verra avec notre nutritionniste. Feriel Merzouk, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. C'est toujours un à vous. plaisir. Hein? Franchement, c'est partagé. Alors, Merci, les agrumes, un petit mot sur de toute façon, elles sont gorgées de vitamines. De vitamine C, oui, c'est comme vous dites, la saison, il faut en profiter. Et puis, c'est aussi riche en eau. Exactement. Donc, on peut, en les consommant, on s'hydrate et on se fait plaisir par la même occasion. Effectivement. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler justement des vitamines ou bien des agrumes, puisque aujourd'hui, il sera question de parler d'un fléau, d'ailleurs, qu'on vit actuellement, que le monde vit uniquement, pas uniquement l'Algérie, c'est l'obésité infantile. Tout à fait. Alors, c'est à quel moment on peut parler d'obésité infantile? Alors, l'Organisation mondiale de la santé définit déjà l'obésité infantile comme une accumulation excessive de graisse corporelle qui nuit à la santé. Alors, elle est définie donc en mesurant l'indice de masse corporelle, le tour de taille, et on se réfère aux courbes de corpulence, donc, qui est établie en fonction de l'âge et du sexe de l'enfant. Très bien. Alors, et quelles y sont les causes? Les causes de cette obésité morbide, parce qu'on trouve, on trouve des enfants qui ont une obésité morbide. Et en plus, c'est que les parents, ils ne réagissent pas. Malheureusement. Voilà. Mais on est de plus en plus sensible. D'accord, heureusement d'ailleurs, on commence à se rendre compte et donc que l'enfant a besoin d'une prise en charge. Mais il y a plusieurs facteurs en fait, qui justement favorisent cette obésité. J'essaierai de détailler un petit peu tous les facteurs parce qu'il y a des facteurs environnementaux, sociaux, psychologiques, environnementaux. Je l'ai déjà dit, d'accord. Donc voilà. Alors, on a tout d'abord l'obésité parentale ou celle de la mère notamment. D'accord? Ou bien l'exposition du fœtus pendant la grossesse à un des facteurs des risques, par exemple un diabète gestationnel qui est mal équilibré. L'augmentation de la sédentarité. Alors, c'est un fléau qu'on voit chez nos enfants. Ils sont là, assis devant leur jeu télévisé, leur écran, ordinateur. Des chips. Tout à fait, voilà. Donc, on a à côté une malnutrition, si je peux appeler ça comme ça. Vraiment, donc, c'est une malnutrition, voilà, effectivement. on a beaucoup de gras, comme vous venez de le mentionner. Donc, les chips, les frites aussi, les sucreries, les sodas. Entre nous, les Oui. frites sont bonnes. Mais bon, Oui. mais elles ne sont pas bonnes pour la santé aussi. Elles sont bonnes, je suis d'accord, oui, mais ce n'est pas à consommer quotidiennement, ni en grande quantité. Je n'aime pas frustrer, surtout un enfant, mais il faut juste équilibrer. D'accord? On parlera de la prise en charge plus tard, voilà. Et puis, il y a aussi le manque de sommeil qui est très important et qui est aussi un des facteurs de l'obésité, surtout chez l'enfant, d'accord? On les voit là avec leurs petites cernes comme ça. Exactement, oui. Et aussi, donc, on a un facteur psychologique, comme par exemple une dépression, un rejet des parents, ou bien le harcèlement scolaire que l'on voit de plus en plus souvent chez les enfants. Effectivement, Et surtout aussi, quand ils sont rackettés. oui, ils subissent aussi beaucoup de moqueries, surtout quand l'enfant est bien potelé. Donc là, ils viennent, les enfants, ils n'ont pas cette maturité et tout. Et les mots peuvent Notre être très assistante blessants. réalisatrice, Oui. Selma Khaladi, tout à l'heure, on était en train de discuter de ce sujet. Et là, elle me dit, oui, ils sont mignons hein, quand ils sont potelés. Nous, on les préfère potelés. Oui, mais entre eux, Exactement. voilà. Je vais dire comme ça. Oui, oui. Et puis, donc, ça aussi, ça peut affecter et justement, ça peut pousser à un mauvais comportement alimentaire, hein, une hyperphagie boulimique carrément chez l'enfant. Et ça aussi, c'est un facteur donc, qui favorise l'obésité. Et on voit de moins en moins, donc, enfin,
un peu plus rarement, la prise médicamenteuse, donc par exemple une anomalie hormonale ou bien génétique. Mais ça, c'est pas très fréquent encore, heureuse. Très bien. Voilà. Alors, et là, vous, en tant que spécialiste, quel est le poids idéal d'un enfant? Il n'existe pas de poids idéal, en fait, ni chez l'enfant, encore moins chez l'adulte. Pourquoi? Il y a une courbe de corpulence. Suivant la morphologie. Tout à fait, à laquelle on se réfère. Chacun. Et cette courbe de corpulence que l'on trouve dans un carnet de santé, justement, elle définit à peu près un poids, une fourchette de poids idéal. Mais la marge entre le haut et le bas de la courbe est assez grande. C'est une grande marge, d'accord? Donc, on trouve de 10 à 15 kilos de différence. L'idéal, c'est d'avoir une courbe de corpulence qui est harmonieuse. C'est-à-dire qu'il y a un développement harmonieux de l'enfant, d'accord? Mais il n'y a pas de poids idéal. Très bien. Alors, mais ce que j'aimerais savoir, parce que je suis certaine qu'il y a des mamans qui se posent la question, Oui. un enfant, c'est qu'il est en pleine croissance. Donc, il a besoin de vitamines, il a besoin de beaucoup de choses pour sa croissance, pour sa bonne croissance. Correct. Donc, est-ce qu'on peut mettre un enfant au régime? Et de quelle façon? Surtout pas. On ne met pas un enfant au régime, ni hypocalorique, ni hyperprotidique. Au mieux, ça ne marche pas. Au pire, ça peut induire des carences. Et ça, c'est mauvais pour l'enfant. Ce que je propose, bien sûr, après consultation de pédiatre, pour voir s'il n'y a pas de pathologie. Donc, si tout va bien et qu'il ne s'agit que de poids, il va consulter le spécialiste, donc un nutritionniste diététicien. Et là, on propose un rééquilibrage alimentaire et une rééducation alimentaire. C'est-à-dire qu'on va venir installer déjà les 4 repas, voire 5. Parce que l'Organisation mondiale de la santé, je me réfère toujours, elle recommande actuellement jusqu'à 5 repas par jour. Donc on a déjà le petit déjeuner. Et s'il vous plaît, les mamans, n'envoyez jamais vos enfants sans petit déjeuner. C'est très important. Ah oui. Et surtout, ne pas leur donner l'argent pour acheter ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, des fois, ils ne prennent pas le petit déjeuner à la maison, mais on leur donne l'argent, ou alors on leur achète des galettes, des gaufrettes, et ça nuit à leur santé. Oui, et j'explique. Ça va, la Nijaïbeta? Magnifique. Ça va. Excellent. D'accord. Je reviendrai sur ce point, le point du petit déjeuner et du goûter, parce que ça me tient à cœur. Oui. D'accord. Je donnerai quelques exemples. Mais là, donc, j'explique la rééducation alimentaire et le rééquilibrage alimentaire. Oui, donc, quand je dis rééducation alimentaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir le petit déjeuner, le goûter sain, le déjeuner qui est très important, goûter, donc collation vers 16 heures, et le dîner. Parce qu'il y a ceux qui sautent les repas et puis qui vont déjà directement manger un gros repas au dîner et puis ça va faire donc Effectivement. Un déséquilibrage carrément. Alimentaire, voilà. Et le rééquilibrage alimentaire, donc on va avoir entrée, plat et dessert, donc et introduction de légumes, de fruits, d'aliments sains. Effectivement. Voilà. Mais donc on ne met pas l'enfant au régime. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir une alimentation qui est variée, des soupes, des légumes, des protéines. Ah, il faut manger la soupe parce que la soupe fait grandir. Voilà, aussi. En plus, avec ce froid, c'est bon. Hein, on accepte mieux la soupe, ça réchauffe. Elle est l'invitée d'honneur. Exactement. Et puis, donc, on a les protéines aussi. Donc, toutes les sources de protéines sont les bienvenues, si je peux dire. Bien sûr. Les céréales aussi, c'est assez important, de préférence complète, les produits laitiers, et puis on aura les fruits. Ah ben oui. Et parmi les fruits, on peut revenir à votre clémentine. Voilà, hein, on va l'introduire. Clémentine, et aussi c'est la saison de la poire aussi. Tout Donc à fait. il faut vraiment profiter de la poire de saison. Tout à parce qu'elle est fait. vraiment très parfumée et gorgée de vitamines aussi. Tout à fait, exactement. Voilà. Après, il n'y a pas que ça. Moi, je préfère varier. Quand on varie les fruits et les légumes, on va aussi avoir une panoplie de bienfaits, donc de sels minéraux, de vitamines, d'accord. Parce que si on fait une fixette sur un seul fruit ou un seul légume, on n'aura que les bienfaits de ce fruit ou de ce légume. Et l'idéal, c'est de varier. Voilà. Et puis, donc, voilà. Et pour revenir au petit déjeuner, parce que j'insiste, le petit déjeuner, on peut l'avoir soit salé, soit sucré. Tout dépend des cultures. On peut donner à cet enfant, par exemple, un bol de céréales
avec quelques petits morceaux de fruits. Pourquoi pas quelques petites amandes et un laitage. Soit avec du lait, moi je préfère que ce soit avec du yaourt. C'est encore Très mieux. bien. Yaourt nature. Idéalement, après il y a certains enfants qui n'acceptent pas, parce qu'on a affaire à un enfant. Un enfant, ah oui. Voilà, donc Parce que moi, là, je réfléchis à adulte. Adulte, oui, yaourt nature, c'est pas un problème. Mais l'enfant, il va falloir aussi suivre ses goûts pour qu'il coopère. Exactement. Donc, on peut soit faire du yaourt nature et pourquoi pas parfumé, avec de la Effectivement. cannelle, des épices, d'accord, de la noix de coco, du cacao, pourquoi pas. Vanille. Aussi, oui. Et sinon, c'est un yaourt parfumé, c'est pas un grand problème, d'accord. Oui, Parce que donc, au pire, quand on prend un grec, on est dans les 130 calories. Le nature, on est dans les 50 calories à peu près. je Donc, préfère. ça va. Moi, personnellement, je préfère le nature. Oui. 50 calories, c'est mieux que 130. Ça, oui, exactement. Mais Voilà, donc, un yaourt normal, on va dire 70 calories. À peu Surtout près. pour un enfant, Ça va. donc ça peut... Ça passe, parce qu'il Ça a les passe. besoins énergétiques qui sont très élevés, parce qu'il est en phase de Effectivement. croissance. Sinon, on peut carrément donner un petit déjeuner salé. Pourquoi pas? Ouais. Donc un petit œuf à la coque ou en omelette, surtout s'il est bien présenté, bien Exactement, décoré. avec une figurine comme ça. Donc, Tout à fait. certainement, il va les finir. Hein. Exactement, ça sera plus un jeu pour lui. Exactement. Avec pourquoi pas quelques petites crudités ou bien une petite tomate, concombre, et un yaourt, un fruit. Là, vous pouvez être sûr qu'il sera bien rassasié, il va bien se concentrer pendant son cours. Très bien. Mais le problème, il se pose à 10 heures, Effectivement, le oui. petit goûter. Alors, ce petit goûter, moi, je préfère déjà qu'il ne soit pas copieux, parce qu'il ne reste plus beaucoup au déjeuner. Au déjeuner, exactement. L'enfant a Des un fois petit 10 heures, des fois 10h30, je crois, non? C'est ça. Et Voilà. puis, Donc, on va dire qu'il va déjeuner à midi. Effectivement, oui. Donc, 2 petites heures. Il faut ça équilibrer passe. quand même. Voilà, ça passe. Un fruit, Un fruit, une poignée d'amandes, quelque chose de. C'est pas copieux. mais pour un enfant, le problème, Mhm. c'est est-ce qu'il va vraiment prendre sa collation à lui, ou alors il va partager la collation de son copain qui est un gâteau, des galettes, des gaufrettes, du chocolat, peut-être du pain avec du chocolat aussi. Forcément. Donc, On a affaire à des enfants. exactement, Mais oui. si il y a toutes les mamans ou tous les parents qui donnent des goûters sains, donc même s'il va goûter celui de son copain, il va être sain, ça va. Oui. Et puis, je ne suis pas contre les gâteaux. Oui, voilà. Seulement, il ne faut pas que ce soit quotidien. Et encore mieux, Une s'ils ou deux sont- fois par semaine. Pourquoi pas? Et pourquoi pas des gâteaux faits maison? De C'est préférence. toujours mieux. De préférence. C'est sucré, c'est il y a du Parce que sucre. des fois, on peut même pas suivre on va dire, la recette à 100%. C'est qu'on peut diminuer un peu le sucre. Je parle de sucre, hein. Tout à fait. Mais ça reste toujours moins sucré que l'industriel. Effectivement. Même si on suit la recette à 100%. Vous voyez, c'est par rapport à ça. Et on va mettre des œufs, on sait quoi mettre dans ce gâteau. Dans tous les cas, ça sera un petit peu nutritif par rapport au gâteau industriel, où il sera plein de conservateurs, etc. Voilà. Mais voilà, c'est-à-dire que ça aussi, ça rentre dans la prise en charge de l'obésité. Et autre chose de très important, c'est qu'il va falloir introduire une activité physique. C'est très important. C'est très important, c'est primordial. Tout à fait, dès le jeune âge. Et encore mieux si elle est collective. Si par exemple oui. c'est toute la famille qui s'y met, ou bien qui va aller donc faire du sport avec ses amis, ou ça sera toujours mieux que de l'envoyer D'ailleurs, c'est ce seul. qu'on verra. Il y a un programme de karaté, c'est pour toute la famille. Parfait. C'est parfait, excellent. Eh ben, non seulement c'est un art martial et en même temps ça permet donc de se dépenser, d'avoir la bonne santé physique et mentale. Mais je laisse donc ce spécialistes sujet vont aux passer dans un spécialistes. moment. Voilà. Voilà. Excellent. Et pour le dîner, qu'est-ce qu'il faudrait Alors quelle est le la dîner, quelque chose d'assez léger. Donc une bonne petite soupe, toujours avec une petite source de protéines, pas trop grasse, d'accord, de viande blanche de préférence, et un fruit, pourquoi pas, avec un tout petit morceau de pain. Éventuellement, selon les cas. C'est, par exemple, il y a un petit tagine ou bien pas gras, Voilà. bien sûr. Pas trop Là, gras, voilà, voilà. donc on aura le petit bout de pain. Sinon, si on peut s'en passer, c'est encore mieux. Très bien, un rééquilibrage, on va dire alimentaire. Alimentaire. D'ailleurs, ce n'est pas un régime. Non, Donc, pas du tout. Voilà, donc on est rassasié. Bon, je parle de moi. Oui, oui, Je oui. sais pas pourquoi. Ça s'appelle même pour l'adulte de toute Exactement, façon. exactement. Mais l'enfant, il va falloir
c'est plus sensible. Voilà. C'est plus sensible parce que c'est un enfant. Tout à fait. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Ferial Merzouk. Eh bien, j'espère. Avec grand plaisir. Eh bien, on se reverra lors de nos prochains Bonjour d'Algérie avec d'autres thèmes de Avec grand nutrition. plaisir. Très bien. Alors, conférence de commémoration du 2e anniversaire du décès du Moujahid, du grand Moujahid, Iyad al-Bouabdelli, au siège du bureau d'Oran de l'organisation des Moujahidines. Sujet signé Ilyes Benzien. On se retrouve juste après. Un combattant au service du pays, ainsi qu'une des personnalités phares de l'histoire d'Oran, le défunt Moujahid Iyad al-Bouabdelli. Dans le cadre de la commémoration du 69e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération, ainsi que du 2e anniversaire du décès de cette figure historique, le bureau d'Oran de l'organisation des Moujahidines, en partenariat avec le Centre national des études et recherches sur le mouvement national et la révolution du 1er novembre 1954, a organisé une conférence scientifique sous le slogan « Le Moujahid Iyad al-Bouabdelli, l'homme et ses positions ». أرادت عائلة المجاهد والمنظمة الوطنية للمجاهدين بالتنسيق مع المركز الوطني للبحث في الحركة الوطنية استذكار هذا الرجل من خلال هذه الوقفة العلمية من مجموعة من المداخلات التي تريد أن تسلط الضوء على مسار هذا الرجل الذي هو حافل بمواقفه بنقاط تقاطعه مع القضية الوطنية، سواء كشاب في الكشافة الإسلامية أو كرجل إعلامي أو كرياضي ورئيس لفريق أولمبي أرزيو. عرفنا احنا كشباب كالجيل الجديد للجزائر، عرفناه كذاك الشيخ الزاوية البوعبدلية الذي كان يقوم على مستوى الزاوية بالقضاء وتعليم كذلك القرآن على مستوى الزاوية. عرفناه كذلك ذلك السياسي في وقت الثورة التحريرية وكذلك في عهد الاستقلال. عرفناه كذلك بذلك الصحفي المثابر الذي كان ينقل صوت الجزائر إلى جميع أنحاء الوطن وكذلك أنحاء العالم. عرفناه كذلك بذلك الشيخ الذكي، ذلك الشيخ الذي يريد اللحمة، جمع اللحمة الوطنية. عرفناه بذلك الأب المدرس الأستاذ. عرفناه كذلك بذلك المجاهد الذي كان دائما يكون التواصل ما بين الأجيال. كان الشيخ عياض عنده مسؤوليات، تقلد مسؤوليات كثيرة، منها المعروفة تحت اسم السي أحمد اسم الحربي، وهو المسؤول السياسي لفريق كرة القدم لجبهة التحرير الوطني بتونس بهذا الموقع. وكان عنده كذلك مسؤوليات أخرى مهمة كبيرة، وكان أول محافظ للشرطة لولاية وهران. جئنا لنقف على هذه الذكرى السنوية لوفاته، جمعا بين ذكرى أول نوفمبر التي هي تعتبر ذكرى خالدة، وجمعا بين أهل العلم الذين كان لهم الأثر البارز في الثورة وفي دعمها علما وقلما، والآخرون بسلاحهم ورصاصهم، فاجتمع قلم الرصاص مع رصاص القلم. Une conférence organisée dans un cadre exceptionnel en hommage aux martyrs palestiniens à Gaza, renforçant la position de l'État algérien concernant cette cause sacrée. واليوم عندنا هذه المناسبة ندخل في هذا الإطار، نقول ليس احتفالي وإنما إحياء لثورة نوفمبر تضامنا مع الأشقاء في فلسطين الغالية. نترحم على جميع شهداء غزة، نترحم على شهداء فلسطين دائما، ونحن ماذا نقول فقط هذا الدعم المعنوي الذي ربما تصل هذه الكلمات المعبرة لإخونا في فلسطين، ومن هذا المنبر ومن هذا المكان وبالذكرى الثانية نترحم عليهم جميعا ونقول هنا نحن معكم، اثبتوا ورابطوا، النصر إن شاء الله قادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ الجميع وأن يطيل في أعمار مجاهدينا وأن يرحم شهداءنا وأن ينصر إخواننا في فلسطين وفي غزة خاصة. Des artisans de l'Algérie moderne et ses institutions, il demeure primordial de commémorer la mémoire des martyrs et moujahidines qui ont laissé un noble legs ainsi que des valeurs et positions ancrées dans l'imaginaire des générations futures. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. Nous sommes dans un mois béni pour la révolution algérienne, c'est le mois de novembre, donc c'est le mois de la révolution, le mois des martyrs, Rabbi yarhamhum. Et puis, comme je l'ai annoncé tout au début, on va parler de sport, puisque nous avons commencé par la médecine, ensuite la nutrition, la médecine qui nous dit et qui nous demande et qui nous conseille de ne pas être sédentaire, la nutrition pareil, et là nous avons la Ligue de karaté représentée par Houeri Fateh, ex-international de karaté, éducateur sportif, 5e Dan. Bonjour. Bonjour Iman. Ça va?
Alhamdulillah, bien. Pas trop stressé, ça va? Non. Eh bien, surtout que vous deviez être avec M. Bouabdellah Zirq, d'ailleurs, à qui on va dire, on souhaite un prompt rétablissement, parce qu'il a eu une intoxication alimentaire. Donc, Rabbi Yishfik, et puis vous viendrez sur ce même plateau dans d'autres occasions. Inch'Allah. Très bien. Alors, on va parler un petit peu de cette discipline et de la Ligue de karaté. Alors, parlez-nous un petit peu de la Ligue. Bon, la Ligue oranaise de karaté, je suis le président, ça fait 3 ans. Alhamdulillah, on a un programme très riche, les 2 saisons. Justement, je voulais parler de programme. Et on a plusieurs programmes, plusieurs volets de travail avec notre staff technique. On a eu plus de 14 médailles sur le plan national et plus de 3 médailles. Cette année? Oui. D'accord. Sur le plan international, africain et méditerranéen. عندنا ثاني un volet sur le plan préparation pour le programme compétitif les sujets pour les athlètes et عندنا un programme ثاني pour la société civile. Oui, on a des programmes spécifiques pour les gens âgés, pour les enfants qui ont des traumatismes ou les enfants qui ont l'autisme et tout ça. On a un programme très riche avec notre staff. وين رانا نتمشوا عليه والحمد لله راه كاينه استجابه كبيره من عند المواطن ومن عند le grand public. Ça c'est le programme bien sûr officiel, on va dire, et bien sûr de compétition. Alors vous avez même un programme pour les amateurs. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce point qui est très essentiel parce que quand on a eu Fariel Merzouk, la nutritionniste, ça parlait de l'obésité infantile et elle nous a dit une activité physique et en famille. Bien sûr. Là, je lui ai dit d'ailleurs qu'on va parler de ça avec notre prochain plateau qui est le karaté d'ailleurs. Oui. La Ligue oranaise de karaté ما قعدتش uniquement تخدم مع الناس اللي تبراتيكي هذه لا ديسيبلين. احنا ثاني درنا avec les professionnels. Oui. احنا درنا ان بروغرام للو غران بيبليك وين سميناه challenge yourself وكاراتي فاميلي وين ينجموا يجوا لي فامي les parents مع les enfants ويبراتيكوا لاكتيفيتي فيزيك et du karaté street هاد لا ديسيبلين وين تنجم تكون en plein air في لي فوري ولا في لي ستاد وتكون اميناجي et adapté l'âge la catégorie d'âge تاعهم les maladies اللي يكونوا كاينين ولا que ce soit homme ou femme. الحمد لله لقات استجابه كبيره من عند لو غران بيبليك وين رانا نديروا لهم دي سيونس اون بلان اير يجوا لي فامي يجوا لي زونفون ونخدموا معاهم هاد لو كونسيبت سي حاجه جديده جامي دارت في الجيري. Le karaté street, la première fois, justement, moi d'ailleurs, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est quoi? C'est une nouvelle discipline? C'est un nouveau concept? Non, c'est tout simplement le karaté normal, mais بغينا نخرجوه من les salles. بغينا نوصلوا اكبر عدد من les participants في هذه لا ديسيبلين. alors ديسيدينا باش نديروه اون بلانر وين الناس تجي تتعرف على هذه لا ديسيبلين وتمارسها اون فامي يكون لو بير لا ماما حاضره مع لور اونفون وعنده بزاف صوالح بوزيتيف منهم نكاسو هذيك لا بارير هذوك لي تشالنج اللي يكونوا كاينين في لي فامي. C'est bien, ça permet aux familles de s'amuser entre elles. Bien sûr. C'est un concept vraiment اللي ننصح الناس يجوا يسيوه. En même temps, le but principal, c'est augmenter la massivité des pratiquants de la discipline. وين حنا نخرجوا لهم ونروحوا عندهم ونعرضوا عليهم la discipline تاعنا باش يعرفوا à peu près الكاراتيه. بزاف ناس حاسبين الكاراتيه uniquement pour les petits enfants ou alors c'est professionnel. ولا c'est un sport de combat اللي ينجموا يديروه uniquement les jeunes. Non, le karaté c'est une thérapie. C'est une discipline très noble ونجموا نبراتيكوها في n'importe quel âge. تنجم روتريتي دو 70 ans ينجم يشري كيمونو تاعه ويدخل في لو جروب ونديروا له دي سونس ادابتي اي سبيسيفيك ليه. Ah, c'est bien ça, même pour les personnes âgées. Bien sûr.
C'est bien. Avec son petit kimono et hop, on va faire du karaté, pourquoi pas. Et en plus de ça, le karaté, c'est bon pour le mental aussi. Bien sûr, c'est un sport très complet où on peut développer les qualités physiques, les qualités intellectuelles. Et aussi les qualités psychologiques où qui y a des statistiques qui chauffent les enfants qui déroulent les arts martiaux par karaté ou le judo là. Ils sont très calmes, par contre. Très calme, ou la personnalité bien mûre, décisive, charisme par rapport à un enfant qui ما يديرش هاد les sports de combat. C'est très important عند عند les enfants. وإحنا ماذا بينا يعني من هذا المنبر يعني ماذا بينا يعني les parents d'élèves يروحوا يدوروا في les salles ويشوفوا ما يخلوش أولادهم يعني يقعدوا بلا discipline بلا sport. C'est très important. Vous avez même, on va dire, un programme adapté aux personnes qui ont un certain handicap. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce volet? Oui, bien sûr. Nous, في la Fédération mondiale, avons le volet de karaté handi. Nous, suite à des échos que nous avons من عند les parents d'élèves ou من عند les entraîneurs, على les enfants اللي عندهم l'autisme, les trisomiques وثاني اللي عندهم يعني des handicaps هكا. On a décidé de créer une section spécifique et adaptée à la catégorie des enfants. وين دنا لهم des séances avec يعني un staff technique bien choisi ou un staff médical وقعدنا نخدموا معاهم. خدمنا معاهم la saison اللي فاتت والحمد لله كانت une réussite وين on a pu يعني intégrer هاد les enfants مع les groupes normaux مع les enfants اللي كانوا عاديين ولقات نجاح كبير. هاد يعني هاد لو كونسيبت يتسمى كاراتي اوندي اللي سبيسيفيك بور لي زونفون اللي عندهم يعني اعاقات اللي عندهم هذيك لا سور اكتيفيتي اي تو سا. درنا هاد لو بروغرام على كوميسيون تكنيك وين رانا نحاولوا باش يعني ننشروا في كاع لي اسوسياسيون ومن بعد باذن الله تعالى يكون sur le plan national كاع. Très bien. Oui. Donc, c'est un programme bien riche. Donc, oui. Le programme aussi des enfants qui souffrent d'handicap, notamment les autistes, notamment les trisomiques, notamment aussi les personnes qui sont, on va dire, handicapées moteurs. Oui. Donc, ce n'est pas un handicap. Vous êtes là, on est même, nous, on est devant le karaté, on est un petit peu handicapé puisqu'on ne connaît pas cette discipline. Donc, on peut toujours s'initier à n'importe quel âge. Oui, Vous appliquez la chanson de 7 à 77 ans, c'est ça? Oui, bien sûr. Voilà. Le titre le concept, c'est Challenge Yourself. تحدى نفسك. وين شفنا le projet تاع les enfants autistes سميناه le dojo de l'espoir. وين يجوا des familles ويجيبوا معهم les enfants تاعهم والحمد لله شفنا تحسن يعني progression وين فرحنا بزاف مع هاد les enfants. Et le programme, c'est tous les jours? هذا البروغرام يتمشى على حساب يعني لي سال. احنا رانا دايرين ان دوجو في السينيا، رانا دايرين ان دوجو في اليو اس بي سي، وان شاء الله باذن الله تعالى لو سامدي عندنا كوليج تكنيك اون فا ايسي باش يكون شاك كلوب عنده une section spécifique لهاد لا كاتيجوري. Et à quelle heure il commence? Généralement حنا نديروا لهم les horaires اللي ما يقروش فيهم يعني le samedi et le mardi à partir de 14h. ولا نشوفوا لهم ثاني دي سيونس ابارتير يعني فان ترافاي ابارتير من 17h 18h ان شاء الله. Très bien. On va essayer d'adapter يعني باش pour arranger tout le monde. D'accord. Oui. Très bien. Donc un dernier mot? بارك الله فيكم على الاستضافه. نتمنى الشفاء ان شاء الله العاجل خويا زيرق. Exactement. ومرحبا بكم في لا ليغ اورانيز دو كاراتي يعني كاع لي كلوب راهم محلولين pour tout le monde وكاع لي كاتيجوري داج. Très bien. Et juste un dernier point. Ouais. Sur le côté international, qu'est-ce qu'il y a comme projet? Cette la saison, on a eu 3 médailles. On a eu 2 médailles africaines et une médaille méditerranéenne. Inch'Allah, en fin 2024, on a les championnats d'Afrique, les radines d'Arou, sur un pays de là. Ah, très bien. Ouais. Donc, bon courage à nos athlètes de karaté pour le championnat d'Afrique. Eh bien, une chanson en hommage au peuple palestinien, nos frères, qui sont en train de vivre, alors je ne sais plus quel mot utiliser pour qualifier ce qui se passe en Palestine. Une chanson
à leur hommage. Et on se retrouve juste après avec le dernier plateau et la dernière ligne droite de ce Bonjour d'Algérie. Eh bien, voilà, moi je commence toujours avec nos invités, surtout en ce qui concerne le patrimoine et la conservation du patrimoine immatériel, puisque aujourd'hui, et puisqu'on est à Oran, on va parler de la blousa Waharaniya avec notre invité Siham Ben Amer. Bonjour. Bonjour Imen. Ça va? Ça va, très vous bien. Vous allez bien? Ben, c'est un plaisir de vous retrouver. Le plaisir pour parce moi. que je sais qu'on vous a rencontré il y a quand même quelques années. Exactement. C'était lors d'un salon, je crois, où vous présentez justement les blousas Wahraniyat. Oui, exactement. Donc aujourd'hui, on est là pour parler un petit peu de votre savoir-faire, de vous. Merci aussi. beaucoup. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous et de votre savoir-faire et pourquoi avoir choisi le blousa? Vous spécialisez beaucoup plus dans la blousa Waharaniya. Merci beaucoup Imen, merci. Merci. Alors je me présente pour une deuxième fois, c'est Siham Ben Amer, styliste qui représente le côté ouest algérien en général et spécialement la ville Oran, la ville natale de mes ancêtres. Et surtout, par le blousa Oranais. Non, et surtout le quartier de Medine Jdida. Donc là, c'est que vous avez une lourde tâche à assurer, hein. Croyez-moi, parce que les femmes oranaises, exactement, oui. mais les gâteaux. Exactement. Et je suis la dernière de ma famille Ben Amer, li زايده
مدينة الحضر التالية من la famille Ben Amer. Donc pour moi c'est un devoir de représenter أنا نقولها لهم جدودي d'une façon. Ah ben oui. Parce que là le patrimoine algérien et oranais spécialement c'est une richesse. Effectivement. Une richesse. Donc c'est la moindre des choses qu'il faut faire. De la présenter correctement. Voilà. D'ailleurs, quand on parle de patrimoine oranais, on parle toujours de blouza al-Waharaniya. C'est systématiquement, c'est la blouza parce que la femme oranaise, depuis la nuit des temps, d'ailleurs, elle a toujours porté cette belle blouza. D'ailleurs, on va dire dans les années 20, dans les années peut-être avant. Même avant, bien historiquement, avant. Bien Exactement. Avant. Historiquement, c'est bien avant. D'ailleurs, c'est une blouza avec des manches ici, avec des élastiques voilà, qui serrent un petit peu la taille, avec une petite ceinture. Donc, Jalteta, la fameuse jalteta. La fameuse jalteta. On ne peut pas contourner, on ne peut pas porter de blouza sans jalteta. Mais ces dernières années, je pense qu'ils ont un petit peu oublié le jalteta et l'importance de jalteta. En fait, oui, Anaya, non, oui. Pour moi, non, parce que le jalteta, كيفاش نخدمها collé avec le tissu qui est en haut. Donc, le bas est collé avec le tissu qui est en haut, qui m'a comme ma robe, voilà. Très belle robe. Donc, Anaya, le jalteta, elle est en bas, le fond de robe, mais il est cousu avec la dentelle. Mais attendez. Parce que oui, je suis d'accord avec vous et c'est très joli ce que vous portez. Oui, c'est magnifique et avec saha. Donc, ce que je parle, c'est que Jalteta avant, oui. elle était brodée. Brodée, exactement. C'est-à-dire le maraki كانت تقعد. Donc elle fait c'est comme ça. Donc le gilal taha il était tout brodé. On a واحد 50-60 cm tout brodé. Si ce n'est pas et c'était très joli, exactement. Il faut savoir Teni pour les gens pas oranais ou pas de l'Ouest, que le blouza, on a plusieurs blousettes en fait. Effectivement. On a le blouza تاع les mariages, on a le blouza تاع العيد, on a le blouza تاع الدار, تاع الحمام. Effectivement, oui, oui. Exactement, on a blouse القر aussi. Donc, en fait, c'est une robe. Au trousseau de la mariée, elle a toujours toutes ces blousettes. Nous, d'ailleurs, l'oranaise, il faut dire que l'oranaise, elle n'a pas uniquement une seule blousa dans son trousseau. Hein. Elle en a peut-être 5 ou 6 de toutes les façons. Exactement. La vraie oranaise, on parle des oranaises. Exactement. Et il ne faut pas oublier les autres tenues traditionnelles oranaises aussi, qui malheureusement sont en voie de disparition. Par exemple, pour la shidda oranaise, actuellement, elle n'existe plus. C'est dommage parce que comparé à la shidda aussi tlemcenienne qui est oui, exactement. divinement bien faite. Divinement bien faite et même pour la shidda al-Musta'almiya aussi. La shidda oranaise, elle est plus allégée, voilà. Oui. Et on ne la porte pas avec le mensouj, bien sûr, parce que le mensouj, c'est typiquement tlemcenien. On la porte avec une dentelle. Tout simplement. Voilà, وتجي خفيفة في الراس وتجي عوجة با droite. احنا نقول لهم كاع الشدات شابين. كاع لي توني تراديسيونيل تاعنا شابين شوالا اللي يكونوا bien faites. Voilà. Très bien. Alors vous, comment vous êtes arrivé à la blousa? En fait, je fais la couture تاع كاع لي توني traditionnelles algériennes. Mais قلت لك je me suis spécialisée في la robe oranaise puisqu'elle me représente. Alors, puisque vous dites que la robe oranaise vous représente, est-ce que vous êtes robe oranaise typiquement traditionnelle ou alors la robe oranaise qu'on a modernisée, on la trouve en robe du soir, on la trouve en caftan, on la trouve en... En fait, c'est ce que j'ai fait, Imen, parce que si on reste la robe oranaise classique à 100%, on va toucher une certaine catégorie des femmes pour la porter. Donc, Anaya, pour باش نعاود نرد البلوزة bien, il fallait attirer les jeunes. Effectivement. Exactement. Donc, j'ai créé une robe oranaise pour les jeunes filles de 16 ans, 18 ans. باش تمشي المariage, باش dire une robe du soir. Elle porte une blousa revisitée en fait. تكون simple, avec un tissu simple. Il fallait nous les ramener. Oui, exactement. La prochaine fois. Inch'Allah, ya Rabbi, Inch'Allah, il y aura d'autres jours. Inch'Allah, je représente d'autres créations, Inch'Allah. Et pour ne pas oublier le caftan oranais,
Je vous dis, Imen, qu'au musée Quai Branly à Paris, où on voit l'exposition d'un joli caftan qui date du XVIIIe siècle. Oui. C'est un caftan sans manches. Oui. Voilà, c'est un caftan typiquement oranais. C'est magnifique d'ailleurs ce qui est là-bas, mais aussi il faut aussi informer que c'est une information de toutes les façons. Exactement. Qu'il y a aussi un autre costume algérien. Algérien, oui. En Suède. En Suède, oui. Voilà, oui, au musée de Suède. Donc ça veut dire que nos belles tenues traditionnelles sont déjà exportées depuis la nuit des temps. Donc voilà. Donc, et vous êtes spécialisé dans la blousa. Est-ce que ça vous arrive de confectionner des caftans, de confectionner aussi des karakou, de confectionner des... Exactement, oui, je fais ça, Imen, sur commande. Sur commande. Oui. Alors, on revient toujours à la blousa en tant qu'oranaise, Lara. Voilà. Donc, comment vous faites le choix comment se fait le choix du tissu, justement, parce que ça a changé depuis. Ça a changé, oui. Ça a vraiment changé. Exactement. Parce qu'en fait, nous, on dépend du marché du textile. Donc, actuellement, tout a changé. Les tissus, c'est les tissus hindous. Justement, j'allais vous dire qu'on a déjà introduit le sari, on l'a introduit dans les années 80 dans les blousas. Oui, oui. Donc, et là, ça a continué. Est-ce que, puisque vous aimez bien tout ce qui est, on va dire, blousa wahrania typique, la blousa wahrania typique, elle n'est pas cousue sur un tissu hindou. Donc en fait, est-ce que c'est le choix des clientes ou alors c'est le conseil d'une couturière? Par exemple, je viens vers vous et je ne sais même pas qu'est-ce que je dois choisir. D'accord. Ni modèle, ni tissu. Comment vous me conseillez? Quelle est la blousa que vous conseillez? Donc, Anna, je dois savoir le goût un peu près les couleurs et tout. Et ce que je fais, c'est des robes oranaises uniques. C'est des pièces uniques. C'est-à-dire, je vous fais la création, je vais m'inspirer, je vais vous faire la création de la robe. Ce que je dis à mes clientes, quand elles commandent, par exemple, Jenny, une cliente, elle veut commander ou donc elle doit me faire confiance de 1. Ah bah oui. Quand je prends la commande, c'est comme si elle est pour moi. Donc, parce que c'est ma passion, je le fais avec amour. Oui. Donc, le choix des couleurs, la création du modèle, ça va être une surprise pour la cliente. La robe mais je ne fais ni l'essayage ni rien. J'allais vous poser la question, on ne fait pas d'essayage? Non, je ne fais pas l'essayage pour mes robes. Dans mon travail, moi je ne prends pas. Donc vous prenez les mesures dès le premier jour et après vous travaillez sur ces mesures que vous prenez? Exactement. Je fais la création du modèle, je finis la robe et j'appelle ma cliente pour la prendre directement. En tous les cas, je garantis qu'elle va être vraiment épatée et elle aura le certificat d'authenticité avec sa robe. Ah, c'est bien ça. Exactement, oui, parce que c'est des pièces uniques. Très bien. Et quelles sont les couleurs choisies actuellement? Quelles sont les couleurs sur lesquelles vous travaillez le plus souvent, on va dire? Je vais vous dire, Imen, parce que généralement, il y a les tons pastels. Ce que je fais, c'est la robe oranaise, le blousa, indémodable. Donc, ne tebâche la mode. On peut la porter en 2020 comme on peut la porter dans 20 ans. Mon but, que vous portez une de mes robes, vous la portez 20 ans, 30 ans après, 40 ans, c'est quand elle ne se démode pas. Exactement, ça sera une robe indémodable. C'est ça mon but. C'est-à-dire, il faut vraiment bien l'apprécier. C'est pas ça mon but. C'est-à-dire, c'est un travail avec amour. J'aimerais bien voir ma robe portée par des femmes lisses. Voilà, c'est ça. Ah ben oui, de toute façon, les Algériennes d'ailleurs, qui aiment et qui aiment bien avoir dans leur armoire, parce qu'il n'y a pas uniquement les nouvelles mariées qui font des blousettes, on va dire, qui choisissent avoir des blousettes dans leur armoire. Donc il y a même maintenant les jeunes filles qui virent vers cette robe typique et qui est très belle. D'ailleurs, elle est même modifiée des fois en robe du soir. Et pardon, Imen, j'ai fait
Bon, j'ai osé faire de la création de mon modèle. J'ai fait une robe oranaise en même temps avec un badron algérois. Donc on voit le haut qui est blousa oranaise avec sdar et tout le travail, et le bas c'est avec sirwal shilqa. Moi, je pense que vous le faites exprès, là. Vous nous parlez d'un truc magnifique, vous nous avez rien ramené. Qu'est-ce qui se passe, madame? Je vais vous ramener, Inch'Allah, prochainement. Très bien, Inch'Allah, oui, je vais il faut. pour ça, oui, Inch'Allah. Inch'Allah. Là, c'est que j'imagine, c'est comment vous avez eu cette idée? Bah, c'est ça, c'est la création, parce que je suis couturière, c'est vrai, mais je suis créatrice, styliste créatrice. Vous avez fait des formations? J'ai fait une formation, j'ai eu mon diplôme, mais j'ai ça dans le sang depuis mon enfance, d'après mes parents. Ah d'accord, donc vous avez baigné, on va dire, Exactement. dans la couture, c'est ça? Dans l'habit, en général dans l'habit, carrément, pas que le traditionnel. Dans l'habit, généralement, on a ça, le choix des couleurs. Justement, oui. Quelles sont les couleurs tendances cette année? La tendance, ce que vous portez? Non, le noir, c'est le roi des couleurs. Ah oui. Pour moi, le noir, c'est le roi des couleurs, donc... les couleurs, gars, ça dépend. La cliente, je suis le tantaha. Je n'ai la robe qui va avec, la couleur qui va avec son teint. Très bien. Je conseille mes clientes sur ça, surtout ça. Très bien. Donc, porter la blousa sous toutes ses formes, sous toutes ses coutures, sous tous ses modèles, sous tous ses modèles. Donc, c'est avec Amel Ben Amer. Elle est créatrice. Je ne sais pas pourquoi je vous appelle Amel. Hein. Ça doit être Amel Almi de Bonjour d'Algérie que je salue. Je salue toute l'équipe de Bonjour d'Algérie de Alger et surtout celle qui travaille avec moi ici à la station régionale d'Oran. Fatima Tahri dans les commandes, l'assistante réalisatrice Selma Khaledi et bien sûr toutes les personnes. Je ne sais pas qui est au son. Non, il y a Amina, il y a Nesrine, il y a tous nos cadreurs, on va dire les monteurs. Merci beaucoup. Le nodal, bien sûr, qui travaille avec nous aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Siham, c'est un plaisir et on aura certainement à vous recevoir dans d'autres occasions. Mais cette fois, les prochaines fois, vous nous ramenez quand même des modèles. Hein. Exactement. Oui. Très bien. Alors, on arrive à la fin de notre direct aujourd'hui. Eh bien, on se donne rendez-vous sur la même chaîne, à la même station, le mercredi prochain, Inch'Allah, avec d'autres plateaux. Au revoir et bon week-end. رجال تموت بلا شي فينا